quelles sont les variables de défense que nous pourrions utiliser pour notre raisonnement. Alors, ça ne peut pas être n'importe lesquelles. Il faut qu'elles portent un sens en termes de menace, en termes d'agression, clairement. Mais il faut aussi qu'elles soient accessibles à l'opinion publique. C'est pas un truc de spécialiste, c'est pas un truc de professionnel, c'est l'opinion publique, c'est cela. Elle a l'information. Première, là, le spécialiste dit, effectivement, le nombre des conflits en cours est une bonne indication des menaces. La disposition des Français à payer pour leur député. Voilà le plan superficiel que je compte suivre dans ce qui suit. D'abord, de l'esprit de défense à la disposition à payer pour la défense, parce que, effectivement, je considère que cette question de la disposition à payer pour la défense, c'est un avatar, on va dire, ou une expression de ce qui plus largement est l'esprit de défense. Et puis, j'aborderai la question de cet indicateur, on le verra fluctuer, bien sûr, nous le verrons fluctuer quoi qu'il en soit, et la question se pose à ce moment-là de savoir pourquoi il fluctue. Et pourquoi il fluctue dans ce sens plutôt que dans un autre, à tel ou à tel moment. Et donc nous chercherons en amont des déterminants objectifs, c'est-à-dire nous n'irons pas demander aux gens pourquoi ils ont fait ceci ou pourquoi ils ont fait cela. Nous irons voir statistiquement quelles sont les variables qui expliquent les fluctuations de la disposition à payer. Et je me suis fabriqué une définition, parce que tout le monde parle d'esprit de défense, mais finalement, personne n'en donne, à ma connaissance en tout cas, de véritable définition. Je vous propose celle-ci, je commence par le mot disposition, parce que tout de même, ça permet d'établir un lien. Disposition à accepter des sacrifices. C'est ça le cœur du problème. Est-ce que vous voulez ou est-ce que vous ne voulez pas? Vous êtes prêt à mourir pour garantir l'indépendance du Liban. Elle me dit, ah non, là, vous allez là. Bon, écoutez, la question est terminée, on parle d'autre chose. Bon, donc, effectivement, si on veut un résultat, il faut en payer le prix. Et donc, quel prix à payer? Pourquoi faire? Pour sauvegarder les intérêts, et je ne précise même pas le degré, les intérêts de la nation. Il est bien évident que pour un intérêt mineur, on est prêt à des sacrifices minimes. Donc, pour moi, l'esprit de défense, c'est ça. On l'a ou on ne l'a pas. Et voilà un cas où on ne l'a pas eu. Alors c'est un peu complexe cette affaire, mais Daladier avait-il l'esprit de défense? Il semble bien que non. Plus qu'il savait ce qu'il signait, la preuve, voilà ce qu'il aurait dit d'après Alexis Léger en descendant de l'avion au Bourget, alors que ces gens-là l'applaudissaient parce que à un vil prix, on avait sauvé la paix. Cet outil de défense, il a un coût, nous venons de le voir abondamment, et ce coût-là suppose un financement, et ce financement doit passer par une contribution collective, une contribution commune. Et à l'idée que la défense est un bien collectif. Il est notre bien à tous, et donc nous devons tous contribuer à son financement. Et c'est là que j'en viens à ma question, donc l'article 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité. On nous dit il nous faut une défense. Sommes-nous d'accord sur ce qu'il faut? La nécessité de la contribution publique, de la consentir. Le consentement à l'impôt, c'est la clé, c'est le cœur de la démocratie. Lorsque les Britanniques ont coupé la tête à l'un de leurs rois, un certain James, si je ne dis pas de bêtises, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient que le peuple ait son mot à dire sur le fonctionnement de l'État, et notamment sur la question de l'impôt. Donc, qui vient, alors je suis un peu vite, mais cette machine est très sensible. Bon, c'est pas grave. Le mot adhésion, c'est un mot plus à la mode, je dirais. Il est moins fort, mais il est plus à la mode. On le retrouve effectivement. Dans les livres blancs récents, les deux derniers livres blancs, effectivement, si le peuple n'adhère pas,
Si le peuple n'en veut pas, ça n'a pas lieu. Donc il y a des efforts, et il faut non plus consentir, il faut adhérer. Mais vous admettrez que le sens n'est pas très différent. Et donc j'arrive à ma disposition à payer. Alors, en fait, j'arrive là parce que je suis un économiste, et même si je suis moins bon économiste que mon étudiant, payer pour acquérir un bien ou un service. Alors on met pour un bien, mais pour un service, ce serait pareil. Quand il existe un marché, c'est simple parce qu'il y a des prix affichés. Il y a ce qu'on appelle des mercuriales. On affiche les prix. Vous avez une mercuriale, une jolie mercuriale d'un marché d'actions, probablement. Oui, c'est un marché d'actions. Le prix est affiché. Donc on sait ce que les gens voulaient payer, on sait le prix qu'ils ont finalement payé. C'est alors, on sait vaguement combien il va coûter à produire, à ceci près qu'il coûtera d'autant moins cher qu'il y en aura plus de vendus. Mais donc on ne sait pas. Et donc tout va dépendre de l'état du marché. Qu'est-ce que les gens voudront? Mais voudront à un moment qui sera futur. Donc aujourd'hui, au moment où on produit ce bien, on ne sait pas ce que les gens sont prêts à payer. Donc on les interroge, on leur dit, voilà, je vous propose une nouvelle voiture qui roule 3 fois plus vite, qui saute plus haut, enfin tout ce que vous voulez, qui est verte, ou rouge si vous la préférez. Combien vous êtes prêts à payer pour ça? À revenu, avec votre revenu d'aujourd'hui, hein, dans la limite de vos contraintes financières, combien seriez-vous prêts à payer pour cette voiture? Et donc ça permet de circonscrire un peu le champ. À ce prix-là, je peux produire, à ce prix-là, je ne peux pas produire. C'est vrai aussi, et c'est là que ça m'intéresse beaucoup plus, c'est vrai pour ce qu'on appelle, ce que mon collègue tout à l'heure appelait les biens collectifs. L'environnement, l'éducation, la santé et la défense. Là, il n'y a pas de marché ou pas vraiment de marché. Et donc, quand on veut prendre une décision, il faut demander aux gens, c'est ce que je représente ici, on fait on fait une enquête auprès des gens en essayant d'avoir une simulation de marché. Et donc, là je suis dans mon domaine. Et alors, j'ai ici une pseudo-analyse contingente, parce que vous imaginez bien que Julien Malizard et moi-même ne sommes pas allés faire des analyses contingentes auprès des gens pour savoir ce qu'ils seraient prêts à payer pour la défense, soit directement, soit par le biais de l'impôt. Donc nous avons utilisé un matériau qui existe. La chance veut que depuis les années 70, le ministère de la Défense commandite des enquêtes d'opinion, parce que le ministère de la Défense a besoin, enfin il est comme tous les autres ministères d'ailleurs, il a besoin d'une audience, si vous voulez, comme les artistes, il a besoin d'être aimé. Et donc voilà le matériau que nous avons utilisé. Alors, par rapport au sujet, j'en viens carrément à la question. Quelles sont les questions, parmi toutes les questions qu'on pose, qui nous concernent? Eh bien, voici ce qui se passait entre 1983 et 1993. On posait directement la question, vous souhaitez-vous que le budget militaire augmente, diminue ou reste constant? Voilà une question claire, simple, sans environnement, si je dis ça, sans contexte. Celle-ci est un peu plus contextualisée. Est-ce qu'il vous paraît souhaitable que la part du budget de l'État consacrée au budget militaire augmente ou diminue? Ouais, même. Pourquoi dis-je que c'est un peu plus précis? Sous-entendu, j'y reviendrai, sous-entendu, ce qui se passe pour le budget de la défense se passe éventuellement au bénéfice ou au détriment des autres dépenses. Donc, on précise un peu mieux les contraintes de la question et donc de la réponse. Et celle-ci, donc, a été administrée de 1990 à 2007. Donc, vous voyez, des périodes qui se chevauchent. Voilà deux autres, je les ai mises ensemble parce qu'elles se ressemblent furieusement. 1993-2012, pensez-vous que la situation internationale, voilà un autre élément de contexte. Donc quand on pose la question aux gens, ne répondez pas comme ça bêtement, situez-vous par rapport à ce qui se passe autour de vous. Étant donné ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez? Et alors vous voyez, on est passé de la situation internationale à la situation sécuritaire, mais le contexte est le même, hein. Et la question est la même. Et donc 1993-2012, celle-ci est la fille naturelle de la précédente. Pourquoi?
bien parce que jusque-là, on faisait des enquêtes en vis-à-vis. On allait voir les gens, on leur téléphonait, on leur posait des questions. Ça coûte très cher. Aujourd'hui, on fait ça en ligne. Donc 2011-2017, dans un contexte de réduction, voilà le nouveau contexte. Voici, c'est plus la question sécuritaire, c'est de contrainte budgétaire. Et donc, toujours la même question, pour contre. Alors, nous utilisons, les autres nous ne les éliminons pas, mais nous gardons en priorité celle que j'ai rougie ici. Pourquoi? Parce que c'est celle qui correspond le mieux à la technique de l'évaluation contingente, puisqu'elle impose l'idée qu'on va dépenser pour la défense plus ou moins dans une boîte, dans un ensemble qui est figé, qui est le budget de la défense. Donc d'où l'image que vous avez déjà vue, que ce qui sera fait au bénéfice de l'un sera fait au détriment de l'autre. Et c'est bien difficile d'en tirer une information. Or, c'est ça qui est. Pour dire, c'est ça. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Alors, heureusement, on peut se dire que la réponse ne sait pas n'a aucun intérêt. Si vous ne savez pas, vous pouvez sortir, on ne parlera plus, vous reviendrez en septembre. Ce qui est plus troublant, c'est qu'on traite de la même manière, reste constant. Parce qu'effectivement, je veux que ça reste constant, donc il n'y a rien à faire. Continuons comme ça. Mais il y a plus que ça. Quand vous posez la question à quelqu'un, vous lui dites souhaitez-vous que le budget augmente, diminue, etc. La personne n'en sait rien. Elle n'en sait rien. Mais elle n'ose pas vous le dire. C'est délicat quand on est un citoyen de dire écoutez, les questions de défense, ça ne m'intéresse pas, le budget de la défense, ça ne m'intéresse pas, le budget de l'État, ça ne m'intéresse pas, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Excusez-moi, mais bon. Et donc, plutôt que de répondre ça, on répond que ça reste comme ça. Ça n'engage à rien. Donc, on peut effectivement, légitimement, et c'est comme ça qu'on procède dans ce cas-là, considérer que cette question est sans conséquence et l'écarter. Pour cette série de cas, ce qui est déjà une ébauche sérieuse de la disposition des Français à payer pour la défense. Donc, les Français ont changé de point de vue, ont aggravé ou augmenté le point de vue positif ici, bien entendu, puisqu'elle va dans le bon sens, la courbe, puis ont encore changé d'avis ici. Donc voilà la série dont nous partons, qui va de 1990 à 2007, c'est l'enquête numéro 2. Premier problème, premier travail à faire, descendre vers le premier point disponible, 1983. Si vous vous souvenez, la série 1 démarrait en 1983. C'est une autre question, mais liée. Aller jusqu'à 2017. À ce moment-là, ça fait une belle longue série, 33 points, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et des réponses qui étaient très, très proches dans l'une et dans l'autre. Donc on se dit, l'une est une bonne image de l'autre. C'est ce que dit le graphique. Et donc si l'une est une bonne image de l'autre, on peut utiliser l'autre pour prolonger l'une. Donc comme c'est la rouge qui m'intéresse, je vais utiliser l'élément de gris qui est à droite, là, cet élément de gris pour prolonger là. Et d'ailleurs, en plus, vous voyez, nous partons du même point. La chance nous sourit. Mais tu peux m'avancer. Et comment on va raccorder? Parce qu'on va raccorder. On voit bien qu'il y a une continuité, même s'il y a un point difficile. Et donc, on prend le point qui semble être le plus raisonnable, le plus représentatif, le plus significatif, et donc on va abandonner ce point qui était négatif, là, et on va raccorder ici. Et voilà, vas-y. Et donc maintenant, on a une série complète, 1983-2017, qui nous donne, encore une fois, cet indicateur de la disposition des Français à payer pour la défense. Actuel de la défense permet-il ou non aux armées de remplir leur mission? Parce que
la logique veut que si on constate qu'ils n'ont pas les moyens, il faut répondre en même temps, il faut leur en donner plus. Période. Première période où l'on voit donc qui va en gros jusqu'à 1996, à peu près 95-96, déclin de la disposition à payer. Nous sommes dans la période des premières guerres des Balkans, ex-Yougoslavie, puis une remontée tout à fait franche de la disposition à payer, qui nous fait passer du côté positif du diagramme, jusque-là on était à négatif. Hein. Ça veut dire domination des réponses, je veux que ça baisse. Là, à partir de 2000-2001, on passe au-dessus, et on va y rester jusqu'au bout. Jusqu'à donc à partir de 2004, de nouveau une inflexion négative, on va dire, jusqu'en 2012, oui. Et puis alors maintenant, jusqu'à aujourd'hui, une ascension, je ne dirais pas fulgurante, mais tout à fait significative, de la disposition à payer pour la défense. Alors, je vais utiliser, pour comment dire, construire, pour présenter plutôt mes arguments, les travaux de Lewis Richardson, qui était un météorologiste, mais qui s'est intéressé à la course aux armements. Si vous utilisez de plus en plus de moyens, vous en avez de moins en moins disponibles. Donc, si vous voulez, la course aux armements, elle sera une espèce de balance essentiellement entre la variable de défense, je veux me défendre, et la variable de fatigue, est-ce que je peux encore me défendre? Est-ce que la France peut encore se payer plusieurs opérations simultanément sur des théâtres différents? Et donc, je vais vous présenter les déterminants, et sous l'angle de la défense, et sous l'angle de la fatigue. Alors, quelles sont les variables de défense que nous pourrions utiliser pour notre raisonnement? Alors, ça ne peut pas être n'importe lesquelles. Il faut qu'elles portent un sens en termes de menace, en termes d'agression, clairement. Mais il faut aussi qu'elles soient accessibles à l'opinion publique. Ce n'est pas un truc de spécialiste, ce n'est pas un truc de professionnel, c'est l'opinion publique, c'est cela. Elle a l'information. Première, là, le spécialiste dit, effectivement, le nombre des conflits en cours est une bonne indication des menaces. Et donc maintenant, on peut passer à des déterminants de fatigue. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être freiné, réfréné dans l'idée de donner de l'argent à la défense? On nous rebat les oreilles sans cesse sur la France endettée, sur le volume de la dette. C'est pareil, ces chiffres. Je m'en tape, moi je suis au chômage, ma femme est au chômage, mes enfants sont au chômage, ça fait 4 générations qu'on est au chômage, le Mali, occupez-vous d'abord de nous. Donc, le chômage, certainement, est une information qui peut conduire à un choix négatif dans ce cas. Pareil, la courbe, on la connaît, on ne la connaît pas, mais de l'information sur le chômage, vous savez, vous êtes bien placé pour savoir qu'il y en a sans arrêt. On sait qu'il y a de la dette, et donc on a cette information en contexte pour parler de la défense. Et on se dit bien que si on dépense pour la défense, on ne dépensera pas pour rembourser la dette. Est-ce qu'il y a parmi ces variables quelques-unes qui peuvent expliquer comment évolue la disposition à payer? Donc je les ai réunis sur ce tableau. En haut, donc, la disposition comme variable expliquée, et dans cet angle, les variables explicatives. Verticalement, vous avez les variables de défense, et horizontalement, les variables de fatigue. Le volume des dépenses militaires mondiales, telles que représentées par celles des États-Unis, le volume des dépenses mondiales agit positivement sur la disposition à payer. Ça veut dire que, objectivement, je répète, objectivement, les dépenses telles qu'on nous les présente signifient, vu leur ascension,
l'augmentation des menaces. Et quand on a compris qu'il y a une augmentation des menaces, on est plus favorable à donner des moyens à la défense. En revanche, pour ce qui est, vous voyez, il y avait un plus pour les dépenses militaires et il y a un moins pour le chômage. Oui, c'est logique encore, heureusement, plus il y a du chômage, moins on est porté à accorder les moyens à la défense. Le plus important des informations qu'on peut retenir de cette journée, vous me direz ce que vous en pensez, monsieur le professeur, c'est de dire que l'impôt puissant, il est réel. Il reste actuellement réel. Et il est inversement proportionnel à l'impôt public, dans la mesure où nous avons une notoriété publique, sans trop le dire, parce qu'il n'est pas en séance de s'étendre là-dessus, c'est que l'insuffisance des matériels a pu se traduire par des pertes humaines importantes. De dire, et vous avez raison, dans la mesure où le matériel qui est inadapté, pas parfaitement adapté aux menaces qu'il a, aux agressions qu'il a à combattre, il met effectivement le personnel qui l'arme plus en danger. C'est une évidence. Quand effectivement le BND n'a pas été conçu pour résister aux mines sur lesquelles il passe, c'est regrettable. Mais bon, donc il y a, je dirais, là où il y a le plus de morts, je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre en cause la qualité du matériel. Je veux dire, instantanément. Enfin, ce que j'ai pu pétoyer, mais pas bon. Avant de l'affirmer, il faudrait prendre tous les morts. Et l'avantage, c'est que la base de données de la DMPA permet de savoir qui, quand, où. Mais après, bon, qui, quand, où, et bon, pour la France, etc. Donc, je crois qu'on va devoir arrêter les questions, puisque nous devons déjeuner. Et la galerie sera un peu plus